à tous. Dans 2 jours, le Togo indépendant aura 61 ans. Depuis quelques jours, les drapeaux togolais hissés en nombre en certains carrefours de Lomé rappellent ce grand événement qu'est la célébration de l'indépendance. L'indépendance, faut-il continuer de la célébrer? C'est l'une des questions qui revient chaque 27 avril. Le Togo, tout comme bon nombre de pays africains francophones, a pensé retrouver sa liberté politique en 1960. Mais 60 ans après, si certains continuent de se poser cette question, il s'agit juste de regarder honnêtement les contours de cette liberté. Le Togo devrait être libre vis-à-vis de la France. Le Togo devrait disposer librement de son avenir, de ses ressources et de ses forces vives. Il devrait être un affranchi comme un esclave qui devenait son propre maître. Mardi, la journée sera fériée, les Togolais seront en fête, mais le seront-ils vraiment et sincèrement? Paralysés l'an passé par la pandémie de la Covid, les festivités et autres grandes célébrations observent depuis un cessez-le-feu. Les feux d'artifice, les réjouissances populaires et les défilés brillent par les souvenirs qu'ils ont pu laisser dans la mémoire collective. La Covid s'est imposée au Togo. Les chiffres continuent d'inquiéter les autorités. Ce dimanche, les chiffres ont continué de grimper. Des données qui donnent un tournis partout puisque la campagne de vaccination s'intensifie désormais avec des vaccinodromes installés même dans les stades de football. En ces temps de championnat sans public, les Togolais qui iront se faire vacciner auront le temps de jeter un coup d'œil nostalgique aux gradins et pelouses qui ont fait la fierté des clubs, des quartiers ou des villes, ou encore de la sélection nationale. Puisqu'elle est sans état d'âme, elle ne permet pas aux supporters d'assister aux nombreux buts qui sont marqués à chaque journée de championnat. Puisqu'à chaque journée suffit sa peine, l'Afrique qui s'inquiète de la Covid doit-il aussi s'alarmer du décès d'un des remparts en face de l'autre menace qu'est le djihadisme? La mort du président tchadien Idriss Déby vient réveiller de nombreuses questions autour de la destinée de l'homme, mais aussi du continent. Comment expliquer que le puissant leader militaire trouve aussi facilement la mort au lendemain de la proclamation de sa nouvelle victoire dans une compétition électorale? Vendredi, plusieurs de ses pairs lui ont rendu un vibrant hommage à N'Djamena. Certaines mauvaises langues ont soutenu que les chefs d'État sont en réalité allés introniser le fils. Le même jour, un fils de Bou dans la Kosa, un ancien président de l'Assemblée nationale, retrouvait ses ancêtres. Daoukou Péré avait eu les honneurs des députés. Il en a également eu de son ancien compagnon de route. Le rénovateur Agbemé Kodjo n'a pas manqué de saluer celui qui avait de grandes ambitions pour le Togo. Ce dimanche 25 avril, Journée mondiale de lutte contre le paludisme, une pensée pour les millions de morts chaque année en majorité sur le continent. Depuis des dizaines d'années, les familles attendent avec impatience le vaccin contre ce qui est sur la durée une pandémie. Malheureusement, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson Johnson ou Sinova ont peut-être compris qu'il y a pandémie et pandémie. Brigitte Adjamagbo Johnson de la CDPA et de la DMK est notre invitée. Nos contacts sont 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Madame, bonjour. Bonjour Pierrot et bonjour aux auditeurs et auditrices. Quand vous allez? Je vais bien. Mais ça, je vais bien, mais je dois avouer que je suis très contrarié. Et je vous ai écouté tout à l'heure dans vos commentaires. Je voudrais que vous me permettiez d'accorder une priorité à l'actualité nationale et que vous me permettiez de pousser un coup de gueule, un véritable coup de gueule pour dire ça suffit, notre pays va de mal en pis. Pierrot, vous n'êtes pas sans savoir que ce week-end, la DMK était sur le terrain, j'en reviens d'ailleurs, et que nous avons rencontré d'énormes difficultés. On se demande où allons-nous? Où allons-nous? Le Togo est en train de reculer du point de vue du respect des droits et libertés individuelles. Un parti politique, une association, une organisation de la société civile n'ont-ils plus le droit d'organiser de simples conférences de presse? On n'a plus le droit de mener des activités politiques et citoyennes dans ce pays, qu'on nous le dise. Qu'on nous le dise. Et je voudrais dénoncer avec la plus grande vigueur ce qui est arrivé à mes collègues dans la partie septentrionale du Togo, ce qui est arrivé également
dans certaines préfectures de Vaud. Vous savez, Pierrot, quand on est responsable et qu'on a un rôle clé dans une lutte qui est menée au niveau national, il y a des moments où on se dit, franchement, où allons-nous? Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit parce que depuis hier après-midi, l'équipe de la DMK, composée de Targon Sambrini, qui est un chef de parti politique, président de la DSA, composée de responsables d'organisations de la société civile, mais aussi du numéro 4 de la CDPA, Alassani. Du côté de la société civile, il y avait Nabouja et il y avait Sachibou. Mais on se demande quel crime ils ont commis. Madame, en réalité, si ils veulent aller organiser des conférences de presse décentralisées que la DMK a cru devoir faire et rencontrer en même temps nos responsables locaux. Permettez-moi qu'on me dise, qu'est-ce qu'il y a eu comme activité illégale ou subversive? Excusez-moi, madame, je voudrais comprendre, puisque là, c'est à l'entame de l'émission, vous avez dit que vous voulez pousser un coup de gueule. Ce que vous racontez en réalité, je ne sais pas de quoi il s'agit. Eh bien, je vous l'apprends. Je vous apprends que ces collègues dont je viens de citer les noms ont été enfin libérés il y a à peine un peu plus d'une heure. Mais ils ont été arrêtés. Hier, ils voulaient, dans la mission qui leur a été assignée, rentrer dans Kara. L'objectif, c'est d'organiser des conférences de presse régionales. Ils arrivent à 10 km de Kara. Une équipe de gendarmerie vient les arrêter et leur signale qu'ils n'ont pas le droit d'entrer dans cette ville. Alors qu'ils ont traversé tout le Togo de Lomé à Kara. Y aurait-il des territoires qui seraient des territoires soumis à un statut particulier? Kara n'est pas le Togo. Pourquoi? On peut voyager depuis la région maritime jusqu'à Kara et être empêché d'entrer dans Kara. Donc, si je comprends bien, madame. On les a bloqués. On leur a fait subir toutes sortes de tracasseries. Finalement, dans la nuit, ils rebroussent chemin. Ils vont dormir à Bassar. Et puis ce matin, tôt, on les reprend. On les amène à la brigade territoriale de Sokodé. Et on leur fait subir un interrogatoire de 3 heures. Attendez, on est où? Qu'est-ce qu'on leur reproche? On ne peut même plus faire des conférences de presse. Mais où va le Togo? Ce sont des libertés que nous avons acquises de très haute lutte. Et je voudrais que ceux qui dirigent ce pays sachent que les Togolais ne sont pas encore prêts à y renoncer. Nous dénoncerons ces violations et nous chercherons toujours à exercer les droits qui nous sont reconnus. Nous n'abdiquerons pas. Bien, madame, on a suffisamment compris. Si je résume ce que vous venez de dire, c'est que vous avez voulu organiser des conférences de presse un peu partout sur l'ensemble du territoire national et que certaines de vos équipes ont été empêchées, certains ont été même, et si je suis votre raisonnement, ont été brièvement détenus. Quel était en réalité l'objectif de cette conférence de presse? Dans Vaud, il faut que j'ajoute que la conférence de presse devait se tenir au siège du parti l'UNI. Eh bien, avant que les collègues n'arrivent, eh bien, le siège a été entouré. Bien, c'est noté. En réalité, on sait que les conférences de presse, il y en a toujours eu au Togo depuis le début du processus démocratique. Ouais. Mais vous voulez organiser une conférence ou des conférences de presse synchronisées. Quel est l'objectif? Eh bien, l'objectif,
L'objectif, c'est de faire connaître notre position sur la situation socio-politique et économique du Togo et sur le combat que mène la dynamique Monseigneur Kodjo, mais d'en profiter aussi pour rencontrer nos responsables locaux, les encourager et leur faire comprendre qu'ils doivent poursuivre le combat. Ils doivent continuer à sensibiliser les populations parce que vous n'oubliez pas que nous sommes en crise, qu'il y a au Togo un problème qui est sur le tapis et qui a ressurgi le 22 février 2020, mais un problème que notre pays traîne depuis plusieurs décennies. Bien, merci. Madame, ce que nous allons faire pour la beauté de l'émission, c'est que vous allez permettre à ce que je vous pose des questions et que vous soyez relativement bref dans vos développements pour qu'on puisse se comprendre. En réalité, cette partie de l'émission ou ce que vous venez d'annoncer, c'est une surprise pour nous aussi, puisque pour une conférence de presse, c'est ce que vous apprenez. Et on sait, à l'intérieur du pays, les médias, très souvent, ne couvrent pas les actualités politiques. Donc, malheureusement, c'est quelque chose qui est arrivé. Nous espérons que pour les prochaines fois, les conférences de presse vont pouvoir se dérouler sans trop de soucis. Mais restons à l'intérieur du pays, puisque c'est de cela, comme ça que j'avais prévu commencer cette émission, puisque une personnalité a été inhumée vendredi à l'intérieur du pays, notamment à Bohous. Il s'agit de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Dakou Péré. Quel a été l'acteur qu'il a été selon vous, Dakou Péré? Est-ce que vous l'avez connu, vous l'avez côtoyé? Qui était-il? Il est mort, enterré ce vendredi. Je voudrais juste dire que je garde de lui l'image d'un homme qui a servi le régime, qui a été un des piliers du parti unique RPT, mais qui à un moment donné a compris que le Togo n'allait pas bien et que son parti avait besoin de réformes. Malheureusement, il n'a pas été compris. Il a subi les affres de ce régime-là. Bon, on peut regretter qu'il n'ait pas eu la force d'aller jusqu'au bout, mais son cas devrait faire réfléchir mes frères et sœurs togolais qui continuent de se taire sur une gouvernance qui n'a pas du tout changé et sur tout ce qu'il y a comme injustice, inégalité et qui deviennent de plus en plus insupportables pour les Togolais. Il y a eu un deuxième décès également qu'on a appris cette semaine, c'est le décès de Gérard Akoumé. Il est un ancien cadre du Parti des démocrates. Une réaction également? C'est avec beaucoup de peine que j'ai appris son décès, parce que quelques semaines avant, je pense ça devait être dans la semaine sainte, je suis allé le voir et nous avons pu échanger quelques mots. Et son épouse, qui n'a épargné aucun effort pour lui apporter les soins dont il avait besoin, m'a expliqué que cet état dans lequel je l'avais trouvé représentait un progrès par rapport à sa situation quand il a été victime d'une attaque, et donc il était complètement paralysé, mais il a pu se lever, il était assis, nous avons beaucoup échangé et je regrette vraiment de n'avoir pas eu le temps de retourner le voir après Pâques. Et vraiment je voudrais saluer en lui
un jeune qui s'est engagé très tôt dans la lutte pour libérer son pays et qui a connu la prison déjà sous Eyadema père, sous Eyadema, sous Gnassingbé père, je voulais dire, et qui pour autant n'a pas renoncé au combat. Je suis convaincu que ce sont les séquelles de son emprisonnement qui l'a traîné malgré que ce combat est un combat âpre, eh bien, il n'y a pas renoncé, il a fait tout ce qu'il fallait. Paix à son âme. Et nous qui sommes ses compagnons de lutte, notre devoir est de mener à terme cette lutte. Quand on parlait de rénonciation, en réalité, c'est une question qui revient très souvent et à un moment donné, on se demande s'il ne faudrait pas renoncer, puisque le Togo, pour un certain nombre d'acteurs, le Togo se porte relativement bien. Vous évoquez la mémoire de Dankou Péré qui a apporté des idées de rénovation. Vous évoquez Gérard Akoumé également, et puis on constate quand même qu'un à un, il y a un certain nombre de ces acteurs-là qui quittent le monde des vivants. Est-ce que vous êtes inquiet ou pas? Ben, je suis très inquiet, d'autant plus inquiète que je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que le Togo se porte relativement bien. J'ai dit, un certain Togolais, un certain nombre de Togolais pensent que le Togo se porte bien. Le Togo, alors, permettez-moi de vous dire qu'ils ont besoin d'être sensibilisés, d'être conscientisés. Peut-être qu'ils se portent bien individuellement, mais à moins d'être un égoïste, on ne peut pas se porter bien soi-même et être entouré d'une mare de misère et de souffrance et continuer à dire notre pays se porte bien. Je ne partage pas du tout cet avis et je sais aussi que pour que le pays change, personne ne le fera à notre place, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes Togolais qui devons nous engager. Nous engager avec plus de détermination et mener un combat avec davantage de rigueur pour que, enfin, nous jetions les bases d'un pays véritablement démocratique, susceptible de connaître une gouvernance politique, économique et sociale qui aille au bénéfice de tous les citoyens. Et c'est ça, c'est justement pour ça que nous ne devons pas arrêter ce combat. Vous parlez de rigueur. Est-ce qu'on dit que quelque part il n'y a pas eu de rigueur par le passé? Le combat qui est mené notamment par les acteurs opposés au pouvoir en place? Écoutez, je pense qu'on apprend toujours des expériences que l'on fait. On ne peut blâmer aucun Togolais impliqué véritablement dans la lutte si jamais il y avait des erreurs. Mais ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'on apprenne de ces erreurs, c'est qu'on fasse mieux en prenant conscience de l'ampleur de la tâche. Et je crois que la tâche est énorme s'agissant du Togo, mais malheureusement, je constate que le Togo n'est pas le seul concerné. Je constate que la racine profonde de nos maux, elle est là, et jusque-là, nous ne nous sommes pas attaqués à cette racine-là. Il faudra s'y mettre, et pour cela, tous les peuples africains, notamment ceux des pays francophones, doivent se donner la main.
Vous évoquez, ou vous estimez qu'il faudrait regarder avec froideur tout ce qui se fait au niveau de l'opposition, les analyser. Et beaucoup estiment qu'il y a une concentration d'erreurs autour du mouvement que vous représentez. Et certains, quand même, imputent carrément les derniers échecs à votre structure. On parle de manipulation, on parle de mensonges. Qu'est-ce que vous voulez répondre à tous ceux-là qui pensent que vous avez été finalement, et on dit que vous avez tué la lutte? Je leur laisse la responsabilité de leurs propos qui induisent que les Togolais qui ont posé un acte le 22 février 2020 en votant massivement pour le candidat de la dynamique, Monseigneur Podro, sont des irresponsables ou des naïfs. Et je trouve que c'est un manque profond de respect pour ces électeurs et pour tous ceux qui ont compris que aujourd'hui, comme le fait la dynamique Monseigneur Podro, la seule solution qui nous reste, c'est de rester ferme dans notre combat, c'est de ne pas permettre à ce que des fausses solutions qui finalement ne font que accompagner le régime qui fait souffrir les Togolais, que ces fausses solutions-là soient une fois encore une option. Je disais tout à l'heure que nous devons apprendre de nos erreurs. Et c'est justement parce que nous avons appris des expériences passées que nous disons que il faut rester ferme dans ce que nous faisons. Ceux qui pensent autrement, eh bien, nous sommes en démocratie. Je leur laisse la responsabilité de ce qu'ils pensent. Et vous savez, c'est leur droit de ne pas, de faire le choix de ne pas nous rejoindre. Dans tous les cas, historiquement, dans toutes les luttes qui se sont menées, sous tous les cieux, il y a toujours une partie qui reste indifférente. Et donc, la grande question, oui, la grande question aujourd'hui, c'est de savoir si la DMK, c'est désormais le passé ou la DMK symbolise encore un futur pour l'opposition togolaise. Vous voyez bien que la DMK ne peut pas symboliser, ne peut pas relever du passé, dans la mesure où nous continuons de nous battre. Nous continuons de nous battre sur le territoire national, malgré le harcèlement et la répression dont nous faisons l'objet. Nous continuons de nous battre à l'extérieur du Togo, et sur tous les plans. Nous utilisons la marge de manœuvre qui nous reste. Vous voyez vous-même comment, dès les lendemains de l'élection du 22 février, le régime s'est servi de l'aubaine que constitue le Covid-19 pour restreindre tous les espaces de liberté et pour réprimer ceux qui veulent encore utiliser leurs droits politiques, de manifester, de dire non à ce qui se passe. Malgré ça, aujourd'hui, il se trouve que la dynamique Monseigneur Podro n'a pas varié de sa position. Elle continue de dire non, nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe. Non, ce pays doit aller vers l'alternance. On peut se poser la question aussi de savoir si vous n'êtes pas malchanceux quand vous évoquez la question de la Covid, c'est une vérité, mais il y a également le fait qu'un certain nombre d'acteurs, notamment de l'opposition, ne vous ont pas soutenu.
c'est également une vérité. Et puis la toute dernière, c'est qu'un de vos membres, et Philbert Atis, a eu des critiques qui ont été rapportées notamment sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous n'êtes pas tout simplement malchanceux? Non, 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 non. Et puis, ne considérez pas que la lutte de la DMK est seulement celle des responsables, de ceux qui sont au devant de cette lutte. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette phase de la lutte qu'incarne la DMK, c'est qu'elle est portée par les citoyens eux-mêmes. Elle est portée par les citoyens eux-mêmes. Et je dirais que, à la limite, même si les responsables devenaient défaillants, moi, en ayant observé ce qui se passe, je suis confiante que cette lutte se poursuive. Mais qu'est-ce que vous observez? Puisque aujourd'hui, personne ne manifeste, il n'y a plus de possibilité de manifester. Qu'est-ce que vous observez? Je viens de vous dire que on a confisqué la liberté de manifester. Et dans cette situation-là, les citoyens trouvent d'autres moyens pour manifester. Ils manifestent sur les réseaux sociaux. Ils s'expriment et ce n'est pas rien. Ils mobilisent sur les réseaux sociaux. Ils résistent. Je disais que le Togo va mal. Il y a d'autres événements qui montrent que nous allons mal. Regardez ce qui se passe en ce moment avec des enseignants qu'on soupçonne d'avoir participé à un processus de création d'un syndicat d'enseignants. Voyez comment, au stade où nous sommes, on les soumet à un conseil de discipline et on leur reproche tout, y compris une atteinte à la sécurité. Vous pensez que ces enseignants-là, on respecte leurs droits? C'est parce qu'ils ont certainement posé des actes qui vont dans le sens de l'exercice de leur droit de se syndiquer, de dire non quand il y a quelque chose qui ne va pas bien dans le domaine de l'enseignement, qu'on leur fait subir ce harcèlement dont ils font l'objet. Et donc, moi, ce que je pense, c'est que, au contraire, il y a un atout qu'il faut reconnaître dans cette phase de la lutte dans laquelle nous sommes. C'est une appropriation extraordinaire de cette lutte par les citoyens, les groupes de citoyens. On parlait d'atout, mais certains ne le pensent pas de la même façon. J'ai cité tantôt votre collègue Philbert Atis, vous n'avez pas répondu à ses préoccupations. Il dit clairement que la plupart des activités sont menées sur les réseaux sociaux et que ces activités auront du mal à impacter le terrain. Eh bien, pour ceux qui pensent ça, je les renvoie, par exemple, à la lutte que le FPI de Laurent Gbagbo a menée et qui a conduit à sa libération, qui est une victoire historique qui doit nous inspirer tous. Une victoire qu'il a obtenue alors que, au départ, il passait pour quelqu'un d'anéanti. Il a été pris dans les conditions que tout le monde sait, traduit devant une cour internationale dont on sait déjà qu'elle est devenue l'instrument de puissance politique qui envoie ceux, et notamment les Africains, qui ont des velléités de résistance, des velléités de résister à la politique
africaine de ces puissances-là, et notamment, s'agissant de Gbagbo, il s'agit de la politique africaine de la France. Mais quel est le rapport avec le Togo? Comme on l'appelle. Non, mais en fait, quel est le rapport avec la question? Mais le rapport avec le Togo, c'est que j'ai parlé de racines de nos mots. Et je touche à cette racine. Et aussi, c'est que Gbagbo s'est battu. Laurent Gbagbo s'est battu alors que la situation qui prévalait était aussi une situation de confiscation des libertés publiques. Les partisans de Laurent Gbagbo, au lendemain du bombardement de son QG et de sa capture, vous pensez qu'ils pouvaient eux aussi prendre la rue et manifester? Ils ont eu l'intelligence de comprendre que il faut utiliser les stratégies du moment. Le moment viendra où on utilisera la rue, il reviendra. On a l'impression que il reviendra parce que la confiscation des libertés individuelles ne peut pas être indéfinie. On a l'impression que vous exagérez la comparaison. L'une des stratégies que les partisans de Laurent Gbagbo ont utilisées, c'est justement les réseaux sociaux aussi. C'est les réseaux sociaux sur lesquels ils se sont appuyés abondamment en étant organisés pour que les actions portent des fruits. On a l'impression Madame, on a l'impression finalement que le combat de Laurent Gbagbo vous inspire là. Ah, bien sûr. Puisque moi, par exemple, personnellement, je ne vois pas le rapport avec ce que vous menez comme combat sur le plan national. On sait très bien que la Coupe pénale internationale et tout ce qu'on en dit sur le continent africain, et le Togo, c'est petit. Et la DMK, elle n'est pas connue à l'extérieur. Oui. Mais comment la DMK n'est pas connue à l'extérieur? Vous pensez que la DMK... Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Vous pensez que la DMK a la même dimension que le combat ou ce que Gbagbo a symbolisé à l'extérieur? Je suis en train de vous dire que nous utilisons les mêmes stratégies. Nous avons la même vision, qui est que il faut utiliser les armes, les stratégies qui sont conformes ou que vous permettent les conditions de lutte que vous avez. Aujourd'hui, tout est confisqué au Togo. Eh bien, comme ils l'ont fait en leur temps pendant 10 ans, ils ont utilisé d'autres stratégies, y compris celle des réseaux sociaux qui se trouvent être minimisés par certains acteurs du point de vue de l'impact qu'ils peuvent avoir. Dans ce cas, si on fait une analogie, Laurent Gbagbo, la CPI, c'est 10 ans. Donc la DMK, est-ce qu'il faut attendre 10 ans? Non, je ne dis pas forcément qu'il faut attendre 10 ans. Vous savez, ça pourrait être demain, ça pourrait être après-demain, la victoire. Parce que les paramètres sont complexes et ce qu'on fait, c'est essayer d'agir sur ces différents paramètres-là pour que le peuple togolais puisse obtenir la victoire dont il est à la recherche. La DMK, madame, c'est vous, la DMK, c'est Agbemi Kodio, la DMK, c'est Motsonio Podro, c'est un certain nombre d'acteurs politiques. C'est tous les Togolais qui veulent une alternance dans ce pays, qui veulent une gouvernance démocratique. C'est votre définition. Et ils sont nombreux. C'est votre définition, madame. Ils sont nombreux. Ils sont majoritaires. Vous savez ce que certains ont pensé après la dernière visite de Fonia Singbe en France, après les interventions notamment du ministre Le Drian et puis aussi la réception à l'Élysée. Beaucoup ont pensé que ça en est fini pour la DMK. Mais visiblement, vous écoutez, c'est un peu comme... ce n'est pas fini, là. Ce n'est pas fini. Et vous voyez que nous
Parce que la vérité dans tout ça, c'est que il ne suffit pas qu'on reçoive un dirigeant à l'Élysée pour que les citoyens renoncent à leurs aspirations profondes. La légitimité des dirigeants, ce sont les citoyens qui la confèrent. Et donc, oui, le chef de l'État a été reçu à l'Élysée, et après, ça ne veut rien dire. Ça n'a rien changé dans la détermination des Togolais à faire en sorte qu'il y ait alternance, surtout que le même régime démontre tous les jours dans sa gouvernance qu'il ne gouverne pas dans l'intérêt des populations et que même parfois le premier responsable trahit les intérêts de la population. Il y a les affaires Bolloré, il y a les affaires Petrolgate, il y a la question des frais de péage qui ont été augmentés et étendus à d'autres catégories d'usagers de la route. Cela veut dire que il y a les nombreuses violations de droits de l'homme. Si vous étiez au pouvoir. Vous pensez que en présence de tout ça là, les Togolais vont se dire, il a été reçu à l'Élysée, couchons-nous. Madame, si vous étiez au pouvoir, au contraire, si la DMK, ils comprennent. Madame, vous permettez que je vous pose des questions? Oui. Si la DMK, excusez-moi. Si la DMK était au pouvoir, vous n'augmenterez pas les frais de péage, vous ne collaborez pas avec Bolloré, par exemple. Ce que nous commencerions à faire, c'est faire en sorte déjà que nos richesses profitent aux Togolais. Qu'elles soient utilisées effectivement à satisfaire aux besoins des Togolais. Je ne veux pas faire de la démagogie et dire qu'il n'y aura jamais de taxes, il n'y aura pas de taxes, d'augmentation de taxes ou autre. Je n'en sais rien, je ne dirais pas ça. Ça pourrait arriver. Mais ce qui est insupportable, c'est lorsque les Togolais voient qu'il y a un pillage systématisé de nos ressources. Il y a corruption. Et que dans le même temps, les maigres ressources qui restent dans les poches des Togolais, on veut les leur prendre pour en faire le même usage. Attendez. Depuis quand a-t-on fait des comptes sur le montant des frais de péage qu'on perçoit depuis des années? Depuis quand en a-t-on rendu compte aux Togolais pour qu'ils sachent que effectivement ces montants-là prélevés sont destinés à entretenir nos routes? Nous voyons l'état de nos infrastructures. Est-ce que là, vous interpellez l'État à faire des comptes? Ben, bien sûr, c'est normal, c'est de son devoir. Les gouvernants ont un devoir de reddition de comptes. Et malheureusement, cela ne se passe pas au Togo. Cela ne se passe pas au Togo. Au contraire, nous avons souvent des situations où on demande même aux Togolais de cotiser. Et on a l'outrecuidance de prendre ces sommes-là et de se les mettre en poche. Je veux faire allusion aux cotisations auxquelles les Togolais se sont soumis avec beaucoup de volonté, parce que ils tiennent à ce que leur football évolue. Ils aiment le football. Et bien, on a eu le culot de prendre tout cet argent-là et de le dilapider, de se le partager. Personne n'a demandé de compte. Personne. C'est vrai qu'il y a eu un souci autour de l'utilisation des fonds de la CAN et des enquêtes ont été
et enclenché, sans doute que le dossier suit son cours. Mais je vais revenir sur... Combien d'années? Je vais revenir sur le passé. Dossier suivra. Madame, puisque vous faites la comparaison avec la Côte d'Ivoire et le combat de Laurent Gbagbo, moi je voudrais retourner un peu au début des années 2010, en parlant toujours de Laurent Gbagbo, de la Côte d'Ivoire, en faisant un peu référence avec ce qui vient de se passer. Faure Gnassingbé qui était à l'Élysée. Est-ce que, par exemple, on n'a pas l'impression qu'on était dans une sorte de certification de ce qui s'est passé autour de l'élection du 22 février 2020? En Côte d'Ivoire, il y avait également eu les Nations Unies qui avaient certifié par la suite la victoire d'Alassane Ouattara. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans cette configuration? Non. Les Nations Unies ont certifié la victoire d'Alassane Ouattara. Ça ne veut pas dire que c'est Alassane Ouattara qui a gagné. Donc, effectivement, comme vous le dites, on est un peu dans cette configuration où les citoyens votent pour choisir leurs dirigeants, mais, eh bien, il y a des acteurs qui n'ont que du mépris pour l'expression de la volonté populaire et pour d'autres intérêts qui certifient le contraire de ce que les citoyens ont exprimé. Et vous avez raison de dire que c'est un peu la même situation que ce qui se passe. Sauf que Gbagbo, il a été, non seulement on l'a triché, mais en plus, il a été traduit devant une cour de justice et tout a été fait pour faire croire qu'il était responsable des nombreuses violations des droits de l'homme qu'on n'approuve pas du tout, mais qui en réalité ne pouvaient lui être imputées. Et dans la situation que la Côte d'Ivoire a connue, où il y avait une rébellion, eh bien, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre qu'aucun acteur, aucun des responsables de cette rébellion n'ait été inquiété à ce jour. Mais l'histoire suit son cours. Et les peuples n'ont pas la mémoire courte, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ils n'ont pas la mémoire. Mais très souvent, la citation, c'est que les peuples ont la mémoire courte, puisque quand on suit leur positionnement, on a l'impression à un moment donné que les peuples ont la mémoire courte. Moi, ce que je constate, c'est que en Afrique francophone, il y a un mouvement de plus en plus fort et réel de prise de conscience des populations que elles doivent se sortir d'une situation où, en réalité, il y a à leur tête des gouvernants qui ne sont pas à leur service, mais qui sont au service de puissances étrangères qui ont tout mis en place pour continuer à contrôler ces pays en dépit de 100 ans maintenant. Et c'est un saut qualitatif qui se fait. Je suis convaincu que ce mouvement-là, qui va s'amplifier, eh bien, arrivera à changer les choses dans nos pays. Entre le 22 février 2020 et récemment au dernier voyage du chef de l'État togolais, il y a eu cette histoire liée à une lettre dont l'authentification avait été remise en cause, notamment par votre mouvement. La réponse des autorités françaises était claire. On a eu la réaction de Guillaume Kodio, on a eu cette histoire de plainte qui est déposée devant les juridictions françaises. Quelle va être la suite? Ben, la plainte est entre les mains de la justice française. Et a priori, on peut faire confiance à cette justice-là. Et nous nous disons, nous nous en remettons à la justice. Voilà. La question, pas de polémique sur cette question. Oui, à partir du moment où, n'ayant pas de réaction, le président Agbeyome a dû saisir la justice française
Bon, il faut attendre. Je ne vois pas pourquoi on s'est précipité pour commencer à donner des réponses politiques. Soyons sereins. Oui, c'est vrai qu'un juge français indépendant peut demain conclure que ce qui s'est passé est politique, mais quelle va être la retombée sur le terrain? Quelle va être la retombée pour les Togolais? Je ne dis pas que cette question seule va suffire à changer la situation et à permettre aux Togolais d'avoir l'alternance. Mais c'est une des actions qui va y contribuer dans la mesure où si notre thèse se confirme, eh bien, ça veut dire que même ceux qui ont l'habitude d'imposer des gouvernants aux populations savent que le combat de la DMK est juste. Ce combat qui se fonde sur ce qui s'est passé le 22 février 2020. La question aussi, c'est de savoir jusqu'à quand vous allez continuer par parler du 22 février. Puisque quand on regarde un peu l'histoire politique de notre pays, il y a eu une époque où certains avaient manifesté dans les rues après une élection présidentielle sur des années. Est-ce que vous, par exemple, vous allez continuer et pas partager les messages sur les réseaux sociaux, à vouloir organiser des conférences de presse synchronisées, entre-temps empêchées, comme vous l'avez dit ce matin, jusqu'à quand, madame? Nous allons continuer à nous battre jusqu'à ce que une solution soit trouvée au problème togolais. Les Togolais ne veulent plus se prononcer à des élections et constater que leur vote a été méprisé. Les Togolais veulent que désormais, quand ils se prononcent, on les respecte. Et nous battrons jusqu'à ce que ce problème-là soit réglé et jusqu'à ce que le Togo entre dans une alternance politique. Bien, merci, madame. Je rappelle que nous avons comme invité ce dimanche 25 avril 2021 Brigitte Adiamago Johnson, qui est secrétaire générale de la CDPA et également coordinatrice de la DMK. Ce 25 avril, c'est la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Nous aurons le temps de dire un mot à propos de cette autre pandémie. Et dans 2 jours, le Togo aura 61 ans. Nous aurons également le temps de dire un mot sur la célébration prochaine de cet anniversaire du Togo, le temps de rappeler aux auditeurs qu'ils ont la possibilité à partir de cet instant de participer à l'émission par les questions sur 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. J'ai également des questions qui sont laissées sur les réseaux sociaux. Je me ferai le devoir de soumettre certaines de ces questions à notre invité dans quelques instants, le temps et de prendre le premier auditeur. Allô, bonjour. Allô, bon. Bonjour, monsieur Pierrot. Oui, c'est Waris. Comment? Bonjour, Waris. citoyen. Oui, il a plu à Zanou hier. J'espère que vous allez retourner au champ comme vous avez l'habitude. J'espère que je ne me trompe pas aussi. Allez-y pour votre question. J'ai 2 questions pour Madame Adiamago. Tout d'abord, je la félicite pour tout ce qu'elle fait pour cette nation-là. Et ma première question, mardi prochain, je crois que nous aurons 61 ans d'indépendance, 61 ans de souveraineté internationale. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a espoir que tous les filles et fils de ce pays seront ensemble pour fêter cette souveraineté un jour? Ma deuxième question, est-ce que toutes les actions qu'ils mènent dans l'opposition, est-ce qu'ils ont eu quand même à associer le chef de file de l'opposition dans tout ce qu'ils mènent sur le terrain? Merci beaucoup, madame. Bien, merci pour les 2 questions. La première question porte sur les indépendances. Mardi, le Togo aura 61 ans. Madame?
Oui, et donc mon compatriote veut savoir est-ce que il y a des chances que les fils et les filles du Togo se retrouvent un jour pour fêter cet anniversaire. Je voudrais lui dire que il ne faut pas perdre cet espoir-là. Mais avant que ça ne se réalise, nous avons du travail à faire. Pourquoi je le dis? Parce que cette indépendance-là qu'on nous a accordée n'en est pas véritablement une. Et donc, il est question d'abord de se battre pour la vraie indépendance politique, économique et sociale. Il faut se battre pour ça. Nous avons déjà évoqué un certain nombre de sujets. J'ai parlé de la racine du mal, de nos maux. Et je veux dire qu'en réalité, nous ne sommes pas vraiment indépendants par rapport à l'ancienne puissance de tutelle, hein, parlant du Togo colonial, qui continue de gérer à distance les pays en faisant tout pour dénier aux citoyens le droit de choisir leur gouvernant, en mettant à la tête des pays des gouvernants qui sont complètement à leur service, ces puissances qui continuent d'exercer, de prétendre exercer et d'exercer effectivement un privilège sur les ressources de nos pays. Et nous parlions tout à l'heure de Laurent Gbagbo, ce qu'on reproche, le fond de ce que la France, qui était à l'origine des événements en Côte d'Ivoire à l'époque, le fond de ce que la France reproche à Laurent Gbagbo, c'est d'avoir dit que les accords de défense que la France signe avec ses anciennes puissances, avec ses anciennes colonies, que ces accords-là doivent être révisés. Ils ne sont pas justes parce qu'ils renferment la base même du contrôle de nos ressources par la France. Et qu'il faut, alors qu'on peut avoir un partenariat gagnant-gagnant. Vous pensez qu'il faudrait rompre le cordon ombilical? Il faut qu'il y ait des changements profonds. Et je regrette véritablement que l'actuel chef d'État français, qui apparaît comme un homme de réforme, qu'il ne veuille faire des réformes que dans son pays pendant qu'il se met dans des costumes un costume qui ne lui va pas du tout. Est-ce que vous pensez, madame, est-ce que vous pensez qu'il faudrait continuer par organiser des célébrations sur le continent, notamment au Togo, mardi? Ça n'a pas de sens. C'est ce que j'essaye d'expliquer. Il faut travailler à changer les choses. Et il faut faire en sorte que nous soyons des pays vraiment indépendants, où nous contrôlions vraiment nos destinées et ce sont les bases pour qu'il y ait un vivre ensemble, un consensus entre les pays. C'est vrai que c'est des positions qu'on entend un peu partout sur le continent africain, oui, mais dans la réalisation, c'est visiblement très difficile. Non, il faut y aller. Pourquoi vous dites? Ça fait 60 ans quand même. Ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas y aller. C'est ce que je dis. C'est pas parce que c'est... Et maintenant là, nous sommes arrivés au moment où il faut y aller. Bien, merci. Sinon, nous allons continuer à perdre notre temps à vouloir changer nos pays. Merci beaucoup. Quand on veut changer quelque chose, merci beaucoup, madame. Une situation, il faut s'attaquer à la racine. Mais, madame, je vais continuer par faire la même remarque. Ça fait, pour le premier auditeur, vous avez mis presque 7 minutes pour répondre.
À cette allure, on n'aura pas beaucoup d'auditeurs, on n'aura pas beaucoup de questions. La deuxième partie de la question de l'auditeur, c'est que le combat que vous menez au niveau de la DMK, est-ce que vous associez par exemple le chef de file de l'opposition, quand on sait que ce chef de file, il est à l'Union des forces de changement? Oui, oui, nous discutons avec les partis politiques, même ceux qui ne sont pas membres de la DMK. Et nous avons des échanges avec le premier responsable de l'UFC ou avec d'autres responsables de l'UFC. Vous voyez, ce combat que nous menons n'est contre personne. Il n'est contre personne. Il s'agit de convaincre ceux qui se sont déclarés comme force du changement, eh bien, de les convaincre qu'ils doivent nous rejoindre, on doit travailler ensemble. Et c'est ce que nous faisons, même s'il y a des partis qui n'ont pas intégré la DMK, nous savons que ces partis épousent en partie notre vision. Bien, et contribuent à sa réalisation. Merci beaucoup, deuxième auditeur. Allô, bonjour. Vous êtes à l'antenne, votre nom? Allez-y, Honorine. Bonjour, chère Honorine. Je me félicite de ce qu'une voix féminine intervienne dans ce débat. Félicitations. Après le 22 février 2020, les femmes ressemblaient à un pays où il n'y a qu'un seul pouvoir, c'est-à-dire il n'y a qu'un seul parti politique. Et depuis le 22 février, on ne voit plus de mouvement des partis politiques, des partis politiques opposants. Est-ce qu'il y a plus d'opposants au Togo? Le Togo est retourné en arrière. Ou bien, une question est, le coronavirus, on le sait très bien. Quel est le devoir des partis politiques en ce moment de pandémie de coronavirus? Quelle sensibilisation les partis politiques devaient faire pour sensibiliser leurs militants à se faire vacciner? Vous avez parlé de pétrole et autres. Quel regard portent les partis politiques, les opposants, envers cette affaire de donner et de pétrole? Est-ce que le pays est dirigé par une seule devise et ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent de notre héritage? Merci beaucoup Honorine d'avoir participé à cette émission. Je rappelle, comme Madame l'a dit tantôt, que sur cette année, je crois que c'est peut-être la première ou la deuxième femme à intervenir. C'est la deuxième femme à intervenir. On a l'impression que les faits politiques n'intéressent pas beaucoup les dames. Mais justement sur cet aspect, Madame Adjamagbo Johnson, Brigitte, et vous êtes l'une des rares à intervenir dans le débat politique. Au-delà de vous, il n'y a pas beaucoup de dames déjà dans les partis politiques. Même intervenir dans le débat, ne serait-ce que prendre le téléphone, appeler. Et les Togolaises, elles sont aussi rares. Et à quoi cela est dû? Ben, c'est dû à tous ces facteurs socio-culturels et politiques. Est-ce que, honnêtement, vous pensez que s'engager en politique aujourd'hui, vous pensez que c'est chose aisée avec la violence qu'on entretient, que les gouvernants entretiennent à l'égard des acteurs politiques? Vous pensez que c'est facile? Et les autres facteurs culturels, d'abord, faut-il qu'on accepte que les femmes puissent participer à la prise de décision dans le cadre familial, dans la vie publique. On a vu qu'il y a des velléités de mettre des femmes à des postes de responsabilité. Mais malheureusement, quand on observe tout ça, c'est plutôt une manœuvre d'instrumentalisation du sujet, encore une fois. Hier, moi j'étais dans la région des Plateaux et j'ai pu observer sur les médias que les femmes élues étaient rassemblées à Tapamé. La réflexion que je me suis faite, c'est qu'est-ce que toutes ces femmes
apportent concrètement? Quelle est la plus-value qu'elles apportent en politique? Et quelle est la plus-value qu'elles peuvent apporter si elles se laissent utiliser comme des cautions, comme des alibis? Voyez, la problématique est complexe et je voudrais féliciter ma sœur Honorine qui a posé des questions qui sont des questions pertinentes. On a l'impression effectivement qu'il n'existe qu'un seul parti politique au Togo. C'est ce à quoi le régime veut arriver, tuer les partis politiques d'opposition. C'est pour ça que nous ne devons pas nous laisser faire. Vous laissez le parti politique unir, mener ses activités, vous laissez les alliés mener leurs activités pendant que les partis qui s'opposent à vous, qui s'expriment, dont les voix sont dissidentes, eh bien, on fait tout pour les tuer. Nous ne nous laisserons pas faire. Je remercie Honorine d'avoir abordé la question du coronavirus. Oui, nous faisons ce que nous pouvons et à chaque fois que nous en avons l'opportunité, que nous sommes sur les médias, nous en parlons. Et je veux saisir cette opportunité pour dire à mes compatriotes que même si l'ampleur du coronavirus est relativement faible par rapport à ce qu'on observe sous d'autres cieux, sur d'autres continents, nous devons prendre ça au sérieux parce que nous avons tous intérêt, pas seulement en Afrique, mais dans le monde, à enrayer ce fléau qui constitue une menace non seulement pour la santé, mais pour l'économie et pour notre vie sociale. Et donc, le conseil que je veux donner à mes compatriotes, vous avez bien vu que j'avais mon votre cache-nez. Quand je suis rentré, j'avais mon cache-nez. Je l'ai enlevé parce que vous et moi, nous avons estimé que nous avons observé une distanciation qui nous protège tous les deux. C'est une attitude que j'ai... protège les autres. C'est une attitude que sans doute un certain nombre de Togolais voilà. vont applaudir. Mais c'était pas... Respectons les mesures barrières en considérant que ce n'est pas parce que les gouvernants ne sont pas légitimes que nous devons remettre en cause tout ce qui vient d'eux. C'est notre santé qui est en cause. Oui, c'est clair. Ensuite, Madame, je reviens. Oui. Ce que vous avez dit, c'est une évolution notable du discours venant des milieux proches de la DMK. Pourquoi? Puisqu'au départ, c'est clair que vous n'avez pas semblé accorder autant d'importance à ce virus au départ. Non. Au départ. Ne faites pas de confusion. Mais éclairez-moi. Ce que nous avons relayé, relevé au départ, c'est les circonstances dans lesquelles on a révélé un premier cas. Et tous les Togolais avaient relevé. Donc, ne faites pas comme nos adversaires qui, à l'époque, s'en étaient servis comme pour discréditer. Non, vous avez donné l'impression comme si vous niez l'existence de la maladie. Non, c'était une fausse impression. Bien, merci. On va évoluer donc, sur la dernière partie. Et donc, laissez-moi continuer. Eh bien, en ce qui concerne, j'exhorte mes compatriotes à être prudents, à se protéger. Comportons-nous en responsables. Prévenons cette maladie. Et à se faire vacciner surtout. À se faire vacciner selon ses convictions. Justement sur la question de la vaccination, est-ce que... J'ai fait le choix, personnellement, de la prévention, de faire attention, et c'est mon choix. Mais on ne peut pas obliger les Togolais à se faire vacciner. On leur explique. Et il faut que nous nous comportions en responsable. Bien, merci, madame. Il y a une partie de la question qui n'est pas vidée, c'est concernant le Petrolgate. Un mot, juste parce qu'on vient juste d'avoir deux auditeurs. Oui, la deuxième question concerne d'abord Bolloré. Et j'ai bien dit que... Vous avez répondu un peu à Bolloré. C'est une trahison des Togolais. Et donc,
en tant que candidate à l'élection présidentielle de 2010, puisque c'est à l'occasion de cette élection que le pacte de corruption a été conclu, eh bien, en tant que candidate, nous avons, le président Agbeyome et moi, qui était candidat aussi, nous avons instruit nos avocats pour nous constituer partie civile. Donc, pour nous, c'est une affaire importante. Et il est heureux pour les Togolais que nous sommes, que l'affaire ait été portée devant la justice française. Et je veux saluer encore une fois la décision exemplaire de ce juge qui a eu le souci de se battre pour les intérêts des Togolais pendant que le premier responsable censé jouer ce rôle les a vendus. Bien, et donc, le Petrolgate, nous continuerons à dénoncer et à nous battre. Les informations sont là. On attend toujours de voir ce que le régime va en faire, mais ce que je veux dire, c'est que le moment viendra où ceux qui sont impliqués devront rendre compte, où la justice devra faire son travail. Bien, merci. J'ai des questions qui sont également nombreuses laissées par les auditeurs qui eux ont préféré laisser ces questions sur les réseaux sociaux notamment. La question de Laurent, il est à Coé. Il dit il veut savoir ce que Agbeyome Kodjo attend de l'élection de Talon. En fait, je lis la question telle que c'est écrit. Je voudrais savoir ce que le docteur Agbeyome Kodjo attend de l'élection de Talon, puisqu'il attend de travailler avec lui. En fait, on a lu un bout de phrase cette semaine. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Eh bien, voyez-vous, la situation du Bénin laisse perplexe. Elle laisse perplexe, mais on doit reconnaître, quand on la compare à ce qui se passe au Togo, que le véritable problème en termes d'atteinte à la démocratie se posera dans ce pays lorsque, contrairement à ce qui est prévu dans la Constitution, le président Talon cherchera à faire lui aussi un troisième mandat. On peut lui reprocher aujourd'hui de n'avoir pas respecté la parole qu'il a librement donnée. Et en tant que femme politique, je me donne pour conduite de respecter la parole qui sort de ma bouche. Je pense que c'est quelque chose qui est éminemment critiquable. Mais nous avons affaire à un monsieur qui a fait un premier mandat. Mais qui a empêché les autres de participer à l'élection aussi. Ah, ce problème-là est un problème que nous, de l'extérieur, nous n'arrivons pas à comprendre. Nous nous demandons comment la classe politique s'est organisée déjà sous l'ancien président Yahi Boni pour que des textes soient adoptés déjà pour réorganiser la classe politique béninoise. Ce que le président Talon a fait, il n'a fait que s'appuyer sur des textes, des réformes qui avaient déjà été adoptées sous son prédécesseur. C'est pour ça que je disais que le problème est complexe. Nous ne sommes pas on a compris, et nous n'irons pas nous impliquer dans ce qui se passe au Bénin, mais nous sommes dans un combat pour la démocratie et nous estimons que, étant donné que sur la base des textes et au regard on a compris, madame, des enjeux géopolitiques. Travailler avec Talon, qu'est-ce qu'Agbeyome Kodjo voulait dire? Ah ben, les acteurs politiques, premiers responsables de pays, travaillent ensemble.
ils sont obligés de travailler ensemble. Quand vous parlez de premier responsable du pays, c'est pas ce que vous voulez mettre dedans. Ah ben, c'est l'un des premiers responsables de ce pays. Bien, merci, je le concède. Il y a une partie de la question de l'audit, toujours Laurent, qui dit quelle est la relation qui existe entre la CDP et le parti de Laurent Gbagbo. Brièvement, madame, s'il vous plaît. Nous sommes des partis à obédience socialiste. Nous nous retrouvons dans l'international socialiste. Nous avons une histoire commune. Ce sont des partis qui se sont constitués en clandestinité au plus fort du parti unique. Et nous sommes liés. Il y a une autre question, celle de Raymond depuis Yokwe. Nous venons d'apprendre par les réseaux sociaux que Monseigneur Koudio a demandé une audience à l'Élysée. Et si cela lui est accordé, quel sera le contenu de cette visite? Ben, vous imaginez que ça va concerner la situation qui prévaut au Togo, tout comme la visite de M. Faure-Gnassingbé a certainement servi à en discuter. Même si on n'en parle pas, ce serait trop gros. Vous voyez, même si ce n'était pas inscrit dans un programme officiel qu'on a diffusé un peu partout, nous avons du mal à croire que cette visite ait eu lieu sans qu'on ait abordé la situation interne du Togo. Je vais retourner au téléphone avec de nouvelles questions. Allô, bonjour, qui est à l'antenne? Allô, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît? Monsieur Kolani de Biagoua. Kolani, comment vous allez? Je me porte très bien. Bien, allez-y. Je salue Madame Ademabo. Bon. Bonjour, Monsieur Kolani. Bonjour, chers collègues et compagnons de lutte. Merci beaucoup. Zéro, je vais vous rafraîchir un peu la mémoire. La DMK n'est pas composée de Mme Adamabo, Odio comment on dit là? Ademabo Kodo. C'est des Togolais qui ont soif de la terre. C'est des Togolais qui nous détruisent de la mauvaise gouvernance. Moi, pour l'année qui se passe, les militants du CNP, ANC, unis, sont unis. Ils disent de garder le pouvoir, mais pas avec encore fort de du Nanyachine. Et ils sont partis sanctionnés dans les villes. Et le chef de l'État a informé que la majorité des Togolais sont sortis. Vous êtes des journalistes, après Baromètre a fait des enquêtes avant les élections, que les Togolais ont soif de la sémence. Vous avez vu les Togolais dans les rues avec la C14. Aujourd'hui, la Delta, ce n'est pas des individus, c'est le peuple togolais à sa majorité. Donc, quand vous vous êtes des journalistes, vous voulez parler, il faut savoir que on ne veut pas effacer ça. Non, mais en fait, monsieur Kolani, Oui. vous avez l'impression que j'efface, ou je ne sais pas si vous voulez dire que je ne comprends pas bien la situation de la DMK, c'est ce que vous voulez dire? Oui, vous avez posé la question si la DMK ne se résume Oui. pas à eux, les idées qui sont devant. Oui, mais en fait, quand vous parlez de population, je ne sais pas à quoi vous faites allusion, parce que... C'est dans les villes. Oui, mais dans les urnes, en fait, je ne sais pas si c'est vous qui avez raison ou pas. Les dernières élections, les résultats officiels. Mais c'est que vous n'appelez pas l'officiel. En fait, posez votre question. Non, mais en fait, s'il vous plaît, Kolani, vous n'êtes pas la CENI, vous, personnellement. Est-ce que vous êtes la CENI? S'il vous plaît, est-ce que vous êtes la CENI, vous? Oui, mais en fait, dans le pays, il y a une CENI. En fait, une CENI qui a une structure officielle. Kolani, s'il vous plaît, Kolani. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous exagérez un peu? Oui, oui. Oui, mais en fait, moi, je vous connais juste comme Kolani. Mais je connais une structure qui est la CENI, qui est une institution. Mais c'est l'institution au-dessus de vous, Kolani. C'est au-dessus de vous. Mais allez-y, posez votre question. Maintenant, posez votre question. Oui, la question pour madame. Je veux demander à madame, elle a dit qu'il y a eu des dialogues au Togo. Avant ce dialogue-là, c'est qu'il y a un rapport de force. Avant que le gouvernement ne demande ce dialogue. Le dialogue qui se tourne aujourd'hui, là, qui se fait là, et que c'est le gouvernement qui l'a initié. Hein? C'est parce qu'il y a une pression, mais c'est valable. Parce que c'est une proclamée, comme le journaliste le dit, la dernière proclamée, le deuxième, c'est la dynamique. Mais s'il n'est pas sur la table, il ne trouve pas que vous prenez pour programme, il ne trouve pas que ça ne va pas se dire que tout va sortir là.
Merci. Bien, merci. Allez-y. Merci pour cette question qui concerne le dialogue. Pour moi et pour la DMK, il y a des indicateurs qui montrent que ce dialogue ne donnera rien du tout. Il n'est que ruse. Un des indicateurs, c'est qu'on apprend a posteriori que dans la phase préparatoire du dialogue, eh bien, il y a des partis politiques qui ont été consultés individuellement. Et il y a eu des discussions bilatérales. Et ça veut dire forcément qu'on a préparé quelque chose avec des partis, mais aucun parti de la DMK n'a été consulté. Et deuxièmement, vous avez tout à fait raison de dire que les dialogues, de faire observer que les dialogues que nous avons eus ont eu lieu dans un rapport de force. Un rapport de force favorable aux forces du changement au point où certains dialogues ont même eu comme garant des chefs d'État. Hein? Malgré ça, ça n'a pas résolu le problème togolais. Ce n'est pas un dialogue qu'on organise en catimini, tel des négociations secrètes, parce que de toute façon, on ne sait rien de ce qui s'y dit. Ce n'est pas ça qui va permettre, et au niveau d'un ministère, ce n'est pas ça qui va permettre de trouver des solutions adéquates. Mais curieusement, plusieurs formations de l'opposition participent ou sont partie prenante à ce dialogue. Est-ce qu'à un moment donné, je pense que si elles croient vraiment obtenir des résultats, elles sont dans l'erreur. Elles sont dans l'erreur. Et j'imagine, connaissant ce régime, voyant les signaux qu'il envoie pour montrer qu'il entend continuer à gouverner, il entend se maintenir au pouvoir et continuer à gouverner comme il l'a toujours fait, eh bien, je souhaite bien du plaisir à ceux qui participent à ce dialogue, si tant est qu'ils sont de bonne foi. Nous allons aujourd'hui, malheureusement, avec les réponses, nous n'avons pas eu beaucoup d'auditeurs. Nous allons peut-être avoir un dernier. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, vous êtes le 4e auditeur. Bonjour. Oui, c'est Pélé. Pélé, allez-y rapidement pour qu'on puisse nous parler du Tchad. Bonjour, madame. Bonjour Pélé, comment vous allez? Courage. Merci. Je pense que vous êtes en train de traverser encore les périphéries que le RPP nous réserve toujours en bloquant l'opposition qui va l'attaquer. Je vais poser une question rapidement. Madame, vu votre âge et vu votre parcours politique que vous avez annoncé jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à la veille de l'indépendance, 61 ans ou bien 63 ans. 61 ans. Oui, madame, combien de fois et comment depuis 1963 jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous avez célébré cette fête-là depuis 1963 jusqu'à aujourd'hui? Quand et comment vous l'avez célébré dans cette fête-là? Deuxième point, je dois dire au peuple togolais que la DMK est un mouvement structuré qui fait mouvementer le peuple togolais. Et le 22 février, c'est ce mouvement qui a répété ce que le peuple togolais avait fait en 98 avec Dufis, 2003, 2005 avec Boba Kitali, 2010, 2015 avec Jean-Pierre Fabre. C'est la même répétition qui a commencé avec Agbouémé et la DMK. Donc, je pense que le peuple togolais est toujours mouvementé avec un bloc qui fait face à un régime dictatorial depuis bientôt 63 ans. Merci. Bien, merci. Rapidement, madame, est-ce que sur votre parcours, vous avez festoyé une fois, parce que c'est le 27 avril, parce que cette question aussi, elle revient souvent. Non, et les gens ont raison de la poser. Les gens ont raison de la poser. Surtout que c'est pratiquement au lendemain des indépendances que le premier chef d'État démocratiquement
élu a été assassiné et que cet acte-là peut être considéré comme un acte fondateur de cette division qui a toujours eu au sein des Togolais, qui a toujours mis mal à l'aise, qui a mis à mal le vivre ensemble dans notre pays. On peut faire le bilan et dire en réalité les Togolais n'ont jamais fêté vraiment de bon gré. On va parler de 1991 par exemple. Oui, c'était une parenthèse, mais qui n'a pas duré. Mais ce que je veux faire observer aussi, c'est qu'en 91, oui, il y avait une grande majorité qui appréciait le changement qui s'annonçait, parce que c'était la transition démocratique, mais n'oublions pas qu'on n'a pas eu le temps de sceller vraiment un contrat social avec la minorité qui restait à convaincre pour que le vivre ensemble togolais soit parfait. Mais je l'ai dit tout à l'heure, ne désespérons pas. Nous devons y travailler. C'est pour ça que nous continuons de nous battre pour le changement et montrer à ceux qui y résistent que finalement ils avaient tort. Nous avons tous intérêt à ce changement-là. Nous allons dire un mot du Tchad, puisque cette semaine, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable dans ce pays. Idriss Déby, on le pensait intouchable. Et puis, un beau matin, les médias français, en premier, annoncent le décès du maréchal. Quelle a été votre réaction après avoir appris cette nouvelle? Une réaction de surprise. Vous avez raison de dire qu'on n'y croyait pas. C'est quelque chose qui nous a tous surpris. Et je vais d'abord dire ma solidarité avec la classe politique et la société civile et le peuple tchadien qui lui aussi est à la recherche de démocratie. Et j'espère que leurs voix seront entendues. Et je veux déplorer que, encore une fois, la communauté internationale, que la France, puissance colonisatrice, est méprisée. Les aspirations des populations tchadiennes. Et je veux formuler le vœu que dans cette situation complexe, que le peuple tchadien arrive à se retrouver finalement. Et je veux passer un message à la communauté internationale sur la lutte contre le terrorisme. C'est vrai, c'est un pilier de cette lutte-là. Mais c'est le moment de dire que pour nous et pour les populations, en réalité, la lutte contre le terrorisme ne devrait pas être une lutte menée tout simplement sur le plan sécuritaire. Ce n'est pas une lutte militaire. Il faut aller au-delà de ce tout sécuritaire-là pour se dire est-ce que les inégalités sociales profondes ne constituent pas un terreau sur lequel le terrorisme prospère, et s'attaquer à bâtir des sociétés plus égalitaires, plus justes dans le Sahel et partout, si on veut enrayer ce phénomène. Et même au niveau mondial, il faut un nouvel ordre mondial plus juste et plus équitable pour tous. Ce qui s'est passé à N'Djamena, outre la disparition de Idriss Déby, il y a eu aussi ce passage de témoin. Son fils est devenu président et ça a surpris beaucoup de gens. Et ça fait très mal. Ça fait très mal et ça nous donne, ça nous impose un devoir de continuer à nous battre pour que les transmissions héréditaires de pouvoir ne se généralisent pas en Afrique.
il y a de quoi s'inquiéter quand on voit que ça commence à être la solution dans plusieurs pays, à commencer par notre pays, le Togo, le Gabon, le Tchad, maintenant, et la RDC l'a expérimenté. Non, il est temps que les Africains soient sérieux. Ne nous ridiculisons pas, ne nous laissons pas ridiculiser par ces puissances qui finalement pensent que la démocratie, elle n'est bonne que pour leur peuple. Et c'est un mépris profond. Vous parlez de puissance, mais l'Union africaine, la SCDC, les puissances toutes ou ces les organisations institutions-là, tous ces démembrements de la communauté internationale sont tenus de main ferme par des puissances qui ne croient qu'en leur intérêt, qui n'ont de valeur que leurs intérêts. Nous sommes condamnés. Nous sommes condamnés alors. On n'est pas condamnés. C'est pour ça que l'espoir réside en cette prise de conscience progressive des peuples africains qui vont devoir s'imposer. Avec l'évolution, on a plutôt pensé que ce qui s'est passé au Tchad ne peut plus vraiment se passer en Afrique, mais malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Oui. Et curieusement, et on espère que, comme vous le dites, vos prières vont se transformer. Et nos actions. Et nos actions. Les Africains et c'est pour ça que la DMK, dans sa tournée du week-end, a exhorté les Togolais à rester vigilants. À rester vigilants. Vous avez fait une tournée ce week-end? Oui. Vous avez parlé de conférence de presse. Oui, c'était une tournée. C'était une tournée. Et à ces conférences de presse, il y avait aussi les responsables locaux de la DMK. Et moi, j'en ai rencontré 22, des responsables locaux de 22 communes. Et nous allons clôturer cette émission. Je vais vous donner la parole pour terminer. C'est juste, ce sera juste pour vous remercier de m'avoir donné la parole encore une fois, de m'avoir donné cette occasion de m'exprimer et d'encourager les Togolais à continuer à se battre malgré tout. Et ces signes-là, ces signaux que nous avons encore et qui montrent que le régime entend continuer à se maintenir et à gouverner comme il le fait, doivent nous encourager à résister, à rester fermes sur nos positions et à nous battre tous les jours pour un changement. Nous seuls pouvons réaliser ce changement et seule la lutte libère. Merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes responsable de la CDPA et coordinatrice de la DMK. L'émission s'achève. Elle a été mise en onde par Vincent Lasbouga Koudoyo. Je suis Pierre Voitube. Le prochain rendez-vous des 12, c'est dimanche prochain. Au revoir.